Un invité. Un mot, une conversation. Un invité, un mot, Une conversation. les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, l'historien Vincent Lemire, spécialiste du Moyen-Orient, a choisi le mot « réel ». Nous avons cette joie de recevoir Vincent Lemire. Merci Vincent d'être avec nous ce soir. Vincent Lemire est un historien assez remarquable, j'allais dire assez rare, puisque c'est à la fois le journaliste qui parle et puis celui qui quelquefois anime des rencontres comme celle-ci. C'est-à-dire que c'est un historien qui s'est passionné, on va en parler, pour une région du monde bien particulière, Jérusalem, Israël, la Palestine, tout ce conflit aussi qu'on connaît depuis très longtemps, qui, je crois, était entre l'histoire et la géographie, mais vous nous le direz plus précisément tout à l'heure, et qui, lorsque l'actualité surgit, et bien sûr sur ces questions-là, l'actualité, on pourrait dire qu'elle est permanente, est capable, avec beaucoup de recul, beaucoup de distance, je crois que le mot de distance est très important quand on regarde le travail de Vincent Lemire, de nous expliquer, comme disait De Gaulle, cet Orient si compliqué, pour lequel il ne faut pas seulement avoir des idées simples. Alors, Vincent Lemire a écrit des textes dans les médias, dans Le Monde, dans les grands journaux. Dans Le 1, il nous a donné ces dernières années 3 grands entretiens que je vous inviterai, vous pouvez aller les retrouver sur nos archives, toujours très précis, avec beaucoup de chair aussi, très vivant. Alors, Vincent, pour commencer, je voulais vous demander comment vous êtes arrivé là, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que le jeune historien que vous étiez a voulu se pencher sur cette question d'Israël, la Palestine, sachant que vous avez été, je ne l'ai pas dit, mais pendant plusieurs années, directeur ou président du centre de recherche français de Jérusalem entre 2019 et 2023 ou 2024, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené là ? Bonsoir à tous. Bonsoir Éric. C'est le hasard. C'est le hasard. Je n'ai pas de belle histoire à raconter avec ce terrain. J'y suis arrivé sans lien particulier. Je crois que c'est ce qui fait en partie mon agilité sur le terrain. J'y suis arrivé avec un passeport français et européen qui est bien pratique par les temps qui courent, qui permettait, j'y suis arrivé dans les années 90, mais voilà, le passeport français, il permet de circuler à peu près, et de passer des deux côtés. Et j'y suis arrivé avec une petite compétence d'apprenti historien. Et c'est vrai que au moment où j'y suis arrivé, je venais de décider d'être finalement historien et pas géographe. Là, vous avez hésité entre l'histoire et la géographie ? Vraiment. Alors ça se passe au moment de l'agrégation, quoi. C'est un peu le moment où il faut choisir. On ne peut pas passer les deux, enfin si on peut peut-être, mais il faudrait être... J'ai mis 2 ans en plus moi déjà à avoir la grecque d'histoire. Donc, mais vous dites que vous refaites tout une fois. Je rate tout une fois. Vous ratez tout. Oui, je rate toujours tout une fois. Le normal sup 2 ans, la grecque 2 ans. Mais la géographie, c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi et j'ai très vite compris à Jérusalem, en Israël-Palestine, que c'était une donnée qu'il fallait mettre en avant et qui était en fait rarement prise en compte. Oui. Voilà, qu'on nous raconte toujours des histoires de conquérants, de communautés, de religions, de tout ci, tout ça, mais qu'on s'intéresse assez peu à là où il pleut, là où il ne pleut pas, là où il y a des montagnes, là où il y a des plaines, là où il y a des moustiques, là où il n'y en a pas, et que c'était une porte d'entrée assez robuste, assez simple, pour le coup, c'est pas des idées simples, mais c'est des outils simples qui me permettaient de saisir ce réel, ce fameux réel, qui échappe en grande partie quand on arrive à Jérusalem. Une des images qui m'est venue depuis déjà longtemps, c'est les emballages à la Christo. C'est-à-dire qu'on regarde une ville ou des bâtiments ou des murailles ou quoi, mais en fait, autour, il y a plein de papiers. Ou alors, comme après une campagne électorale, vous savez, quand les murs sont complètement remplis d'affiches déchirées, redéchirées avec des... C'est-à-dire qu'il y a plein de discours qui s'interposent entre le réel et nous, observateurs, et il faut faire tout un travail
pour y accéder. Quoi. De déconstruction, Ouais, il faut gratter, il faut trouver des moyens. Encore une fois, moi je suis pas un grand intellectuel, je suis quelqu'un de plutôt assez laborieux et bosseur. J'ai bossé pendant 8 ans pratiquement de ma vie sur l'eau à Jérusalem, juste l'eau. Et l'eau potable en plus, même pas. Oui. Voilà. Donc c'était ma thèse. Donc c'est long déjà, même pour une thèse c'est long. Alors c'était pas mal parce que ça faisait que d'abord les gens me prenaient un peu, se disaient mais pourquoi je travaillais pas sur l'eau, la géopolitique de l'eau aujourd'hui, c'était vraiment à l'époque ottomane. Et comment on se procure de l'eau quand on est à Jérusalem ? Comment on se procure de l'eau, comment forcément on négocie autour des points d'eau, parce que on a beau être juif, arabe, chrétien ou ci ou ça, il y a un point d'eau qui s'impose à tout le monde, il y a des personnes âgées, il y a des malades, il y a des enfants, Voilà, comment est-ce que ces points d'eau peuvent nous raconter le réel autrement, quoi. Alors moi j'ai une question de béotien, peut-être stupide, mais j'avais lu quelque part il y a longtemps qu'entre un Israélien et un Palestinien, il y avait une différence. L'Israélien n'avait besoin de creuser que quelques mètres pour avoir de l'eau. Le Palestinien avait besoin de creuser 70 mètres. Est-ce que c'est vrai ? Il y avait une inégalité d'accès à l'eau ? Inégalité d'accès à l'eau, c'est absolument évident et c'est une clé majeure qu'on peut expliquer en moins d'une minute. Le projet sioniste est né à peu près en même temps que la pompe à eau. D'accord ? C'est-à-dire que pendant des dizaines de milliers d'années, les hommes ne pouvaient transporter de l'eau que d'un point haut à un point bas. D'accord ? C'est l'hydraulique gravitaire, quoi. Un aqueduc, alors on peut faire des petits siphons pour passer un... Mais en gros, il faut quand même que le point de captation soit plus haut que le point de distribution. D'accord ? Et Jérusalem est située en plus au sommet d'une montagne. Donc c'est pas évident. Et donc les points d'eau, on va dire, possibles, il y en a très peu. Si on dézoome un peu et qu'on regarde cet espace-là, la Cisjordanie, qui, comme vous savez, un espace de collines et de moyennes montagnes, on va dire, logiquement, les villages, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, donc les villages autochtones, il n'y a pas besoin de dire palestiniens, les villages autochtones, ils sont plutôt en fond de vallée. C'est-à-dire là où il y a de l'eau, là où il y a des sources, et puis là où il y a aussi du sol, là où il y a de la terre. Parce que sur le sommet des collines, c'est complètement râpeux. Le sommet des collines, c'était des terres non cultivées, plutôt des terres de pacage. D'accord ? Le projet sioniste prend son essor dans les années 20, dans les années 30, et c'est au moment précisément où on invente non seulement la pompe à eau, mais aussi des matériaux qui sont plus étanches, qui permettent de pomper assez profond et de faire monter de l'eau. Ça transforme totalement la mise en valeur du territoire. Aujourd'hui, si vous avez une colonie qui est sur le sommet d'une colline, et c'est plus facile de s'installer sur le sommet d'une colline, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des terres plutôt non cultivées, où il y a plutôt moins d'habitation. Elle creuse, elle pompe la nappe phréatique, elle fait un château d'eau en haut, et elle se retrouve en fait en position dominante par rapport au village palestinien qui était en bas, dont la source se retrouve tarie. Voilà. Ça, c'est des choses, ça, c'est le réel. C'est ça. Ça, c'est des choses qui permettent de raconter autrement cette histoire, et avec des éléments qui sont structurants dans la vie des gens, hommes, femmes, enfants, urbains, ruraux, et qui renouvellent en fait. Oui. Qui renouvellent. Alors, que peut un historien aujourd'hui pour nous éclairer sur ce qui se passe depuis, non pas des centaines et milliers d'années, mais sur ce qui se passe en ce moment. Et comment vous travaillez-vous pour précisément, lorsque vous êtes confronté, comme nous tous, à une actualité, il y en a eu beaucoup, c'est depuis le 7 octobre, il y en avait eu évidemment tellement encore avant, mais depuis le 7 octobre, il y a eu aussi la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, par le président Macron aux Nations Unies fin septembre. Il y a eu ce fameux plan Trump, dont ça nous intéresse évidemment de savoir comment vous parliez dans d'autres écrits. Il faudrait un médiateur extérieur pour régler le conflit. Je ne sais pas si vous pensiez à Trump pour être ce médiateur extérieur quand vous écriviez ça. Donc, comment l'historien que vous êtes, peut arriver avec ses connaissances et ses outils d'analyse à éclairer ce qui se passe depuis, disons, 2 ans, depuis le 7 octobre, en Israël et dans le territoire palestinien? Je vais vous faire une réponse ambivalente, parce que, d'abord, je crois que je n'ai jamais été, vraiment, sincèrement, je n'ai jamais été autant persuadé de l'utilité de la discipline historique qu'aujourd'hui. Je le vis tous les jours, c'est-à-dire je n'ai plus aucun doute. Voilà. Je suis content d'avoir passé la grecque d'histoire et d'être historien. Vous en doutiez un petit peu? Quoi? Vous en doutiez un petit peu? Mais parfois, oui, on sait bien dans toutes nos pratiques et tout, des fois on se dit est-ce que j'ai eu raison de passer ma vie à faire du journalisme, passer ma vie à faire ci ou à faire ça? Est-ce que vraiment ça...
Ben là, en ce moment, je me dis, mais tout le temps, je me dis que je comprends mieux le monde grâce à ça. Et en plus, c'est un savoir qui est transmissible, quoi. Je vais vous donner un exemple, ça m'avait frappé au visage. Le 12 octobre dernier, j'étais au rendez-vous de l'histoire de Blois et je lis une interview de Bezalel Smotrich, ministre des Finances, ministre du Développement des colonies. Une interview écrite d'extrême droite, un type extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement dangereux, bien plus dangereux que Itamar Ben-Gvir. Une interview écrite dans l'Yedot Aharonot, donc un texte relu. Et on était le 12 octobre, précisément le texte était du 11, donc les otages n'étaient pas sortis, on était le vendredi et les otages allaient sortir le lundi. Et il parle du 7 octobre en disant finalement le 7 octobre 2023 a été une grâce divine pour Israël. Une gifle salutaire qui nous a réveillés de notre torpeur, etc., etc. Je lis ça, donc évidemment je prends un coup dans le ventre comme tout le monde, une telle obscénité, une telle violence, mais je me dis, mais ça me rappelle quelque chose. Oui, j'ai dit, mais c'est Pétain, en fait. C'est Pétain sur la défaite de 40. Oui. Et je cherche. Et en plus, je trouve que le discours, parce qu'il a beaucoup élaboré sur cette question, le maréchal Pétain, le discours, c'est le discours de Saint-Étienne, qui est du 11 octobre 1940. Donc c'est un peu dingo, en plus. 85 ans avant, pile. Vous savez, ce fameux discours sur... en fait, la défaite a été salutaire parce qu'elle va permettre à la nation de se régénérer. Voilà. Et d'un coup, je me dis, mais oui, en fait, c'est ça l'extrême droite. C'est ça l'extrême droite fasciste. Ça existe, en fait, c'est une matrice. Et c'est toujours les mêmes outils qui marchent. Il faut retremper périodiquement la nation dans le sang de la guerre et de ses enfants pour la régénérer, quoi. Et je me suis dit, cette obscénité de Smotrich, que sinon j'aurais lu comme quelque chose d'obscène, je me disais, mais non, c'est une technique rhétorique et idéologique qui puise aux racines de l'extrême droite. Ouais. Et ça me permet de comprendre le monde. Alors, j'ai fait vraiment une longue digression. Donc, pour vous dire, je suis intimement persuadé de l'utilité de cette discipline. Et en même temps, depuis le 7 octobre, on travaille dans des conditions très dégradées. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on me voit beaucoup. Si on me voit beaucoup, c'est aussi qu'un certain nombre de collègues ne se risquent pas. Ce que je peux absolument comprendre. Absolument comprendre, parce que ça ne sont pas des bonnes conditions pour travailler. Il m'est venu une formule l'autre jour, j'ai un peu l'impression d'être un urgentiste de l'histoire ou de faire de la médecine de guerre. Faire de la médecine de guerre, c'est opérer quelqu'un dans des conditions où il ne faudrait pas opérer. C'est-à-dire aucune des conditions n'est remplie. On est au milieu du champ de bataille, c'est dégueulasse, on n'a pas les bons outils. En fait, on ne devrait pas opérer comme ça, mais il faut opérer quand même. Voilà. Et moi, j'ai l'impression exactement de vivre ça depuis le 7 octobre 2023. Parfois, les textes écrits m'aident aussi. Oui. Une longue interview dans Le 1 ou dans Le Monde, parce que, en fait, ça permet aussi de se positionner, de régénérer le vocabulaire. Le problème des médias chauds, radio, télé, web, c'est qu'on se met à un moment à parler de façon automatique avec toujours les mêmes mots. Vous le savez, puisque vous en êtes les destinataires, et moi aussi, et ça nous fatigue au bout d'un moment. Les mots deviennent complètement usés. Et on sait, nous, parce qu'on travaille dans l'écrit, que les mots, il faut les renouveler pour les réadapter au réel. Pour ça, il faut faire silence par moment. Je disais, fin septembre dernier, donc Emmanuel Macron a décidé, il l'avait annoncé pendant l'été, de reconnaître l'État palestinien. Il y avait eu un texte, d'ailleurs, qui était paru de la veuve de Stéphane Hessel, Christiane Hessel, dans Le Monde, cette femme qui avait décidé de mourir de façon volontaire. Et avant de mourir, elle a publié dans Le Monde un texte très fort où elle dit à Emmanuel Macron « Je vous demande, avant de partir, de quitter ce monde, de reconnaître l'État palestinien ». Lorsqu'on vous a interviewé dans Le 1 sur cette question-là, Julien Bisson, notre directeur de la rédaction, vous a dit « Est-ce que c'est un tournant ?» Et vous avez répondu « C'est plus qu'un tournant, c'est un basculement historique ». Alors, pour un historien, de dire une chose pareille, ça évidemment, ça prend, pour nous qui recevons ce mot-là, ça prend une dimension très importante. En quoi cette reconnaissance, dont on verra ensuite ensemble qu'est-ce qu'elle a comme conséquence ou pas, en quoi c'est un basculement historique pour vous ? Alors, ce que j'ai répondu à Julien et ce que je développe dans les phrases suivantes, c'est que c'est
un retournement, en fait, du rapport à l'histoire et à la temporalité. Je m'explique en 2 mots. La décision française d'aller vers cette reconnaissance, alors même que la situation sur le terrain s'éloigne de plus en plus, le réel et le déclamatoire ou le performatif, en fait. C'est ça. Est-ce que cette reconnaissance était du déclamatoire ou du performatif ? Est-ce qu'elle fabrique du réel ou pas ? Le réel, en tout cas, jusqu'à cette déclaration de reconnaissance, il est que, on le sait tous, 800 000 colons en Cisjordanie, enfin, les conditions effectives d'une possibilité d'un État palestinien s'éloignent de plus en plus. Et donc, la réflexion qui a été faite, c'est de se dire, Oslo a échoué précisément parce qu'on attendait que toutes les conditions soient réunies et que tous les autres problèmes soient réglés pour reconnaître. Le processus d'Oslo, c'était ça. La reconnaissance, c'était la cerise sur le gâteau. On réglera tous les problèmes et quand tout sera réglé, on reconnaîtra. Accord d'Oslo, 1994. 1994. Et puis ce fameux processus de paix qui s'épuise lui-même jusqu'aux années 2000-2010. C'est pour ça que j'ai parlé de retournement, de basculement historique. Je ne sais pas où il va aller. C'est de prendre les choses à l'envers, de dire cette nation palestinienne, ce peuple palestinien a droit à un État, comme toute nation et comme tout peuple, comme la nation israélienne, comme le peuple israélien, juif israélien. Il se trouve que sur ce territoire-là, de la mer au Jourdain, comme on dit, il y a autant de juifs israéliens et de palestiniens, 7,5 millions, 7,5 millions. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50. Ça aussi, c'est le réel, c'est la démographie. C'est un État binational, d'une certaine manière. Aujourd'hui, de la mer au Jourdain, il y a une seule armée, qui est l'armée israélienne. Il y a une seule frontière internationale, qui est la frontière israélienne. Et il n'y a qu'une seule monnaie, même à Gaza, si vous avez vu là, les marchés rouvrent, c'est le shekel, c'est la monnaie israélienne. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul État. Ça s'appelle l'État israélien. Et donc, s'il poursuit sur ce chemin, il va évidemment vers un État d'apartheid. Donc, la décision, ça a été de dire, on acte cette reconnaissance et ensuite on crée les conditions d'effectivité. On essaye de créer les conditions d'effectivité. Et donc, ça a été le débat qu'on a entendu, c'est-à-dire, mais finalement, cette reconnaissance, elle n'est plus conditionnalisée ou conditionnée à un certain nombre. Ben non, il y a reconnaissance. Toutes les communautés nationales ont droit à un État, parce que tous les individus ont droit d'être des citoyens, ils ont droit d'avoir un passeport, ils ont droit de prendre part à la délibération politique, enfin, voilà. Évidemment, ensuite, ça engage pour créer les conditions de cette effectivité. C'est en ce sens-là que je parlais de basculement historique. C'est ça. Et puis, vous l'avez dit, il y avait les 7 pays les plus riches du monde, jusque-là, n'avaient pas reconnu l'État d'Israël, alors que d'autres l'avaient fait depuis longtemps. Donc il y avait quelque chose d'une anomalie, pour ne pas dire un scandale, de ne pas voir cette reconnaissance. Jusqu'au 22 septembre 2025, il y a 0 État du G7 qui reconnaissent la Palestine. Ouais. Aujourd'hui, c'est 4. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une bascule, parce qu'effectivement, il y avait déjà 158 États au niveau de l'ONU, mais si on regarde sur les G7, et au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, des membres permanents, il y avait 2 membres, la Chine et la Russie, et aujourd'hui, 4. Chine, Russie, France, Grande-Bretagne. 4 sur 5. Seul qui bloque encore, c'est les États-Unis. Oui. Donc, il y a un effet de bascule qui est fort. Si le monde de demain n'est pas le monde de la jungle trumpienne, et si c'est encore, d'une certaine manière, un monde de droit et un monde plus ou moins institutionnalisé. Alors, je vous demanderai tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut apporter aux Palestiniens, au peuple palestinien, d'avoir une reconnaissance comme ça, étatique. Mais avant, si on reprend justement l'histoire relativement récente, en 2005, Ariel Sharon est Premier ministre, Gaza est évacué des Israéliens, ils sont à peu près 8000, on est sur des terres qui ne sont pas bibliques, on n'est pas en Judée, en Samarie, et ça va être très compliqué de faire évacuer 8000 Israéliens de Gaza. Aujourd'hui, on ne parle pas de 8000 Israéliens, on parle de 800 000 colons, par un gouvernement qui n'a pas l'aura que pouvait avoir Ariel Sharon, sur des terres, elles, qui sont bibliques. Donc ma question, c'est, même si en effet il y a une reconnaissance plus grande de la communauté internationale de la Palestine, est-ce que concrètement quelque chose peut bouger ? Voilà, ça c'est le réel. Il a fallu plus de 20 000 policiers pour sortir les 8 000 colons de la bande de Gaza. Et Tzahal voyait les gens qui s'agrippaient aux tables, à leur mobilier, qui ne voulaient pas partir. 3 policiers ou militaires
par habitant. Donc 800 000 fois 3. Et en plus, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus armés. Hein. Ça aussi, ça a été des choses. Plus de 250 000 ports d'armes qui ont été distribués par Ben Gvir dans les colonies depuis le 7 octobre 2023. Et des milliers et des milliers d'armes automatiques et de munitions, etc. Les colons aujourd'hui sont surarmés. Une partie de cette arme, d'ailleurs, se retrouve également du côté palestinien, parce que la Cisjordanie, c'est ça aussi. Donc, il est irréaliste d'imaginer, à court ou moyen terme, que ces 800 000 colons partent. Je vais dire autre chose qui peut paraître provocateur, mais je vais juste le dire sans adjectif, et comme ça, ce sera le réel. Il est aussi sans doute irréaliste de penser que les 2 millions de Palestiniens de citoyenneté israélienne, il y a 2 millions de Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne, quittent Israël. Ils ont fait leur villa, ils ont leur commerce, leurs enfants sont dans des institutions universitaires israéliennes, ils ont des maisons, ils vivent d'ailleurs dans des villages ou dans des villes palestiniennes, qui sont arabophones, palestiniennes, etc., mais qui sont en Israël. Donc voilà, il y a des Palestiniens en Israël. Alors, c'est pas les mêmes. Je suis pas en train de faire une équivalence entre les deux. Les Palestiniens d'Israël ne sont pas des colons surarmés. La réflexion qui se développe aujourd'hui, c'est une réflexion autour de la disjonction en fait entre État, nationalité et territoire. C'est-à-dire de prendre en considération le fait que ces communautés nationales, elles ont besoin chacune d'avoir leur État, leurs élections, leurs représentants, leur forme de régulation des conflits, de la violence, etc. Et qu'elles pourraient vivre dans l'un ou l'autre des territoires. Le modèle européen, de ce point de vue-là, est inspirant. Aujourd'hui, avec votre carte d'identité française, avec votre carte vitale, y compris, vous pouvez aller vivre dans n'importe quel pays d'Europe, pratiquement sans faire de démarche. Et pourtant, vous allez continuer de voter aux élections présidentielles en France. Mais par contre, vous voterez aux élections locales à Berlin ou à Barcelone. Vous aurez une espèce de double fonctionnement. Vous paierez vos impôts locaux, vos taxes d'habitation là où vous habitez, mais vous paierez votre impôt sur le revenu qui dépend de votre nationalité. Bref, il y a plein de solutions possibles et qui, pour le coup, sont très réelles et très réalistes. C'est ça. Évidemment, c'est les conditions politiques qui bloquent. Mais ces conditions politiques-là, pour le coup, elles sont réversibles. Et ça, c'est l'historien qui parle. Et elles peuvent parfois se renverser très, très, très rapidement. Et parfois au moment précisément où le pire a été atteint. Oui. Mais au-delà de ces conditions politiques, le réel n'est pas un obstacle à l'existence, par exemple, d'un État palestinien viable. C'est ça, oui. Vincent, je vous interromps après, on reviendra sur ce côté « two states, one homeland », comme vous l'aviez dit dans le 1. Mais là, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que souvent, certaines voix s'élèvent pour dire « il n'y a pas de solution, il n'y aura jamais de solution ». Vous, ce que vous dites comme historien, c'est qu'à chaque fois qu'on a été même au bord du gouffre, qu'il y a eu les drames les plus épouvantables, malgré tout, le réel a montré qu'on pouvait revenir, inverser quasiment la vapeur. Oui, alors, vous pensez à quel moment dans cette histoire très longue et très sanglante ? Alors, juste avant, d'abord, je vais dire que le fait de dire « il n'y a pas de solution » est un discours politique. Et c'est même une arme politique, en fait, parce que ça permet de ce qu'on appelle gérer le conflit à basse intensité. En fait, c'est le discours de Netanyahou. Il n'y a pas de solution, donc on gère. On gère, et de temps en temps, cette expression terrible des services de sécurité israéliens qui, généralement, dans la première quinzaine d'août, qui s'appelle tondre la pelouse, c'est-à-dire soit bombarder Gaza, soit faire des arrestations massives en Cisjordanie, enfin une espèce de gestion comme ça, routinière. Business as usual. Voilà, d'une conflictualité qui, évidemment, par moments... Donc, dire qu'il n'y a pas de solution, c'est une option politique, en fait. Ouais. Et puis, deuxièmement... Alors, ces moments de bascule, on pense évidemment à novembre 1995, on s'approche de l'anniversaire des 30 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et ça, pour le coup, pour l'historien, c'est quelque chose d'absolument terrible, parce que c'est c'est reconnaître la puissance de l'événement, la puissance d'une arme à feu, et reconnaître que Yigal Amir a visé juste. Il a visé juste dans son agenda à lui, il avait parfaitement raison de faire ce qu'il a fait.
il a tiré sur la bonne personne au bon moment. Il a assassiné le processus de paix avec Yitzhak Rabin. Et ça, c'est déplaisant pour l'historien parce que c'est là, de ce point de vue-là, avec le journaliste, on n'est pas exactement dans le même... les historiens aiment bien quand même les effets de structure, etc. et penser qu'on ne peut pas faire bifurquer l'histoire avec un pistolet. Eh bien, en fait, si. Et ça, je le comprends aujourd'hui. Alors, on parle d'Yitzhak Rabin d'un côté, cette question de l'incarnation et de ces points de bifurcation. Je suis de ceux qui, depuis très longtemps, mais en fait encore plus depuis quelques mois et encore plus depuis quelques semaines, pensent qu'il est extrêmement urgent et que ça changerait beaucoup de choses si Marwan Barghouti venait à être libéré des prisons israéliennes. Vous nous rappelez Marwan Barghouti, le Mandela palestinien, comme on l'appelle quelquefois. Le Mandela palestinien, combattant de la première et de la seconde intifada, exilé pendant une partie de la première intifada, revenu en Cisjordanie, secrétaire général du Fatah en Cisjordanie dans les années 90, très proche de Yasser Arafat, et en même temps qui avait une aura, un charisme particulier qui faisait de l'ombre à Arafat, mais ensuite surtout à son successeur Mahmoud Abbas, et qui est en prison depuis 23 ans. 23 ans. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Marwan Barghouti a aujourd'hui 66 ans. Et moi, je défends c'est vrai que c'est un slogan politique, le Mandela palestinien, mais il est d'autant plus fondé que Mandela n'a pas toujours été un pacifiste. Nelson Mandela, c'est le fondateur et le dirigeant de la branche militaire de l'ANC. Et c'est bien pour ça qu'il est arrêté. Les journaux titraient le terroriste Mandela comme ils ont titré le terroriste Yasser Arafat. Voilà. Eric, vous avez la mémoire, pour le coup, de vous souvenir de comment on parlait de Mandela dans les années 70-80 et aux États-Unis encore longtemps après. Donc, par exemple, je n'ai qu'une trouille en ce moment, c'est de me réveiller un matin et d'apprendre qu'il est arrivé à Marwan Barghouti ce qui est arrivé à Alexandre Navalny. C'est-à-dire que il est mort. Comme on sait qu'Itamar Ben-Gvir est non seulement le ministre de la Sécurité dite nationale, mais aussi le ministre des prisons, et qu'il a un certain nombre de ses sbires en prison, et que Marwan Barghouti a été déplacé dans des prisons qui sont Où est-ce qu'il est aujourd'hui, particulièrement dures. Il est dans le nord, en fait. Il était dans le Negev, il a été déplacé dans le nord. Et en fait, on ne sait pas vraiment. On ne sait même pas vraiment. Il est complètement à l'isolement, etc. Bref, ça aussi, c'est les effets peut-être de l'histoire en train de se faire sur l'historien. C'est que je suis obligé aujourd'hui d'admettre que des bifurcations qui sont par définition aléatoires pourraient changer le cours des choses pour le meilleur ou pour le pire. C'est pour ça que je me sens pas si mal quand j'interviens dans un journal ou quoi, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment aujourd'hui dans un moment historique. C'est ça. Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1. Alors, vous avez esquissé tout à l'heure l'idée de ce que peut être une confédération, en tout cas 2 États qui coexistent avec des Israéliens qui sont sur des territoires palestiniens et l'inverse. Quelles seraient les conditions, à votre avis, préalables pour qu'un tel schéma puisse se mettre en place? Est-ce qu'il y a des inégalités qu'il faudrait affronter tout de suite? Vous parliez tout à l'heure de l'eau, mais il y a sûrement des choses sur le droit, l'application du droit, de la justice, de la fiscalité. Le préalable, c'est sans doute la modification dans les populations d'un calcul d'intérêt bien compris, en fait. C'est évidemment pas une empathie spontanée pour les Palestiniens du côté des Israéliens ou pour les Israéliens du côté des Palestiniens. Ça n'a rien de romantique, c'est pas non plus l'image de Gaulle et Adenauer, c'est sans doute rien de tout ça. C'est sans doute une prise de conscience. Alors chez les Israéliens, il y a cette réalité, encore une fois, il y a ce réel démographique
qui s'impose à eux, et ils s'imposent partout. Moi, je travaille essentiellement sur Jérusalem, mais si je vous disais qu'à Jérusalem, aujourd'hui, il y a proportionnellement beaucoup plus de Palestiniens qu'il n'y en avait en 1967, vous diriez, c'est quand même un peu bizarre, parce qu'on entend parler de colonisation, etc., et tout ça est vrai. N'empêche qu'en 1967, en juin 1967, quand Israël conquiert puis annexe Jérusalem-Est, et dans les mêmes frontières municipales, qu'on peut discuter, mais je compare des choses comparables. En 1967, il y a 25% de Palestiniens à Jérusalem. Aujourd'hui, il y a plus de 40% de Palestiniens à Jérusalem. Et la dynamique, elle est croissante ? Alors, à Jérusalem, c'est en train de s'inverser, parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que les Palestiniens, c'est une population qui a grossi pratiquement sans permis de construire. Donc, quand vous allez à Jérusalem-Est aujourd'hui, vous voyez une crise urbaine énorme, parce qu'une fois qu'on a muré les balcons, une fois qu'on a construit sur la terrasse, qu'on a fait des chambres dans la cave, qu'on a coupé les pièces en morceaux, il y a un moment où il y a une saturation en fait, de l'espace bâti qui fait que les familles palestiniennes en fait, se heurtent à ces murs. Il y a une contrainte physique, quoi. Voilà, il y a une contrainte physique. Et à l'inverse, du côté israélien, il y a des projets d'urbanisme, etc. Il y a une expansion qui n'est pas freinée, au contraire. Et puis, il y a une transformation de la sociologie israélienne, de Jérusalem-Ouest, avec des populations laïques qui quittent la ville de plus en plus. Et c'est des familles qui font 2, 3, 4 enfants et qui sont remplacées par des familles orthodoxes ou ultra-orthodoxes qui font plutôt 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Donc, évidemment, ces deux paramètres font qu'à Jérusalem, pour l'instant, on est plutôt à l'équilibre. Mais à l'inverse, ceux qui, en Israël, tirent la sonnette d'alarme contre les projets d'annexion de la Cisjordanie disent une vérité qui est incontestable et que, d'ailleurs, même l'extrême droite ne conteste pas. Israël se présente comme un État juif et démocratique. S'il y a annexion de la Cisjordanie, il faudra choisir entre État juif ou État démocratique. S'il y a 7,5 millions de Palestiniens qui vivent dans un territoire qui a été annexé, mais qui n'ont en aucune manière les mêmes droits que les populations israéliennes, ça s'appelle un État d'apartheid. Il n'y a pas d'autre terme, et c'est un terme d'ailleurs que j'utilise désormais depuis plusieurs années pour parler de la situation en Cisjordanie, avec une image très simple, vous pouvez tout savoir. Un Palestinien en Cisjordanie, s'il a un accident de voiture avec un Israélien, un accident de voiture, un accrochage, d'accord, à un carrefour, ils ne sont pas soumis au même régime juridique. D'accord ? Il y en a un qui dépend d'un tribunal militaire, c'est le Palestinien, et il y en a un qui dépend d'un tribunal civil, c'est l'Israélien. Ça s'appelle une situation d'apartheid. Stricto sensu, c'est la définition stricte d'une situation d'apartheid. Vous parlez même des Bantoustans en Cisjordanie. Bien sûr, parce qu'en fait, Bantoustan, dans le sens où ce qui se passait pendant le processus d'Oslo, c'est-à-dire où on avait l'espoir que les zones A allaient ensuite s'étendre sur les zones B, puis sur les zones C. On est dans une dynamique strictement inverse aujourd'hui, avec des populations palestiniennes et une autonomie palestinienne qui est de plus en plus réduite à l'intérieur des zones A, c'est-à-dire des zones extra-urbaines. Et oui, Bantoustan, dans le sens où ce sont des populations, mais y compris à Naplouse, qui ne peuvent plus circuler, en fait, qui ne peuvent plus sortir. Une femme à Naplouse, si sa mère est très malade à Ramallah et qu'elle vient à mourir, eh bien, elle ne pourra pas l'assister dans ses derniers moments, ni aller à son enterrement. Pas plus qu'à Gaza. La Cisjordanie, aujourd'hui, c'est ça. Donc, en fait, la situation, elle est intenable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'équilibre. Elle produit des horreurs auxquelles on a assisté le 7 octobre 2023 et depuis le 7 octobre 2023. Et elle devrait ramener les acteurs à la raison, au réel. Voilà. On ne peut pas savoir à quel moment ce réel va s'imposer et le calcul va se modifier. Et ça peut venir effectivement d'une main hasardeuse comme celle de Donald Trump. Voilà, vous me faites une très bonne transition parce qu'effectivement, dans un entretien du 10 janvier 2024, dans le 1, le numéro Israël-Palestine, comment faire la paix, vous disiez « La solution doit être imposée de l'extérieur. La première erreur d'Oslo a été de faire croire à une symétrie entre les deux belligérants, alors que le rapport de force était clairement en faveur des Israéliens. Et aujourd'hui, le niveau de violence et le désir de vengeance sont tels qu'il est devenu encore plus impossible d'envisager une solution négociée à deux. Et vous dites, il faut donc un tiers médiateur. »
Vous ne pensiez pas à Trump à ce moment-là? Je pense que ça nous a tous, moi personnellement, j'imagine vous Eric, et je pense une partie d'entre vous, si on y réfléchissait un tout petit peu, ça nous a posé problème que ce cessez-le-feu imparfait, fragile, etc., et qui s'accompagne de la libération des otages et de la libération des prisonniers palestiniens, qu'on le doive à Donald Trump. Pour dire les choses, on peut retourner le problème dans tous les sens, c'est comme ça. C'est un fait. Et en fait, j'essayais d'élaborer ce problème, ce qui, à moi, me posait problème. Et je me disais, ça dit beaucoup du monde dans lequel on est, du monde de brut dans lequel on est, du monde extrêmement brutalisé, où, en fait, pour reprendre le contrôle de quelqu'un de totalement incontrôlable comme Netanyahou, il faut quelqu'un d'encore plus incontrôlable. En fait, c'est ça le monde dans lequel on est. Et tout ce que peuvent faire les diplomaties, j'allais dire à l'ancienne, les diplomaties de l'Europe occidentale, etc., c'est d'essayer d'orienter le bras du plus incontrôlable des incontrôlables, Donald Trump, sur l'Ukraine, sur tous les sujets, en fait, sachant que ça va et ça vient, et de lui faire prendre des décisions par moments un peu structurantes, un peu pour cranter quelque chose, en lui faisant croire que tout vient de lui, en lui faisant des salam alek en permanence. Voilà, on est dans un moment terrible, en fait, où la force l'emporte sur le droit, et le droit n'a plus qu'une seule option, c'est d'essayer d'orienter la force du bon côté. Mais il y a aussi une chose chez Trump que j'ai dit depuis longtemps, c'est qu'il n'aime pas les perdants. Il n'aime pas les perdants. Et en fait, on l'a vu, mais cette fameuse frappe ratée sur le Qatar a été vraiment... Frappe d'Israël. Frappe israélienne ratée sur le Qatar, et ratée, elle devait être ratée, parce que tous les services avaient vraiment découragé Benjamin Netanyahou de le faire. Évidemment, ils se sont arrangés dans les minutes qui ont suivi pour faire fuiter le fait que tout le monde l'avait mis en garde, donc il a pris une décision contre l'avis technique, logistique, stratégique de tous ses conseillers, de tous les militaires, de l'armée de l'air, etc. Donc il s'est mis vraiment en toute première ligne, et évidemment sans prévenir les États-Unis à part quelques minutes avant l'impact. Moi, ça m'a fait penser à un film, je vous dis, donc je dis un monde de brutes, moi ça m'a fait penser à un film de mafia. Il y a deux affreux, donc c'est vraiment des affreux, on parle de... Donc il y a Trump et Netanyahou, et il y a un des affreux qui décide de se débarrasser de l'autre en allant mitrailler le restaurant. Et il rate. Pas de chance, je sais pas, il était aux toilettes, ou bon... Là, on a dit que peut-être les gens du Hamas étaient en train de faire leur prière et qu'ils avaient laissé leur téléphone. Il y a dû avoir quand même des informations qui ont fuité parce qu'ils étaient quand même tous partis faire leur prière en même temps. Ils avaient tous laissé leur portable. Bon. En tout cas, ils ont raté, quoi. Oui. Quand on fait un truc comme ça, complètement hors des clous, il s'agissait quand même de bombarder l'équipe des négociateurs qui étaient en train de savoir s'ils allaient accepter ou pas la dernière proposition américaine sur le sol qatari, au vu et au su de tout le monde, avec une base américaine à quelques centaines de mètres de là. Quand on fait ça, il ne faut pas rater son coup. Oui. Quoi. Est-ce que vous voyez émerger demain des figures qui pourraient, là je ne parle plus de Trump, mais qui pourraient faire en sorte que ce qui a été déclaré, cette reconnaissance, etc., soit possible? Du côté palestinien, il y a une situation un peu contre-intuitive, c'est-à-dire que ce que la plupart des observateurs pense, et on le saura si les élections palestiniennes se tiennent comme Mahmoud Abbas l'a promis avant la fin 2026, c'est-à-dire dans pas très longtemps, pense qu'on va se retrouver avec une situation à front renversé, c'est-à-dire que le Hamas sera battu dans la bande de Gaza, parce que, mettez-vous à la place de beaucoup de civils palestiniens, ils sont évidemment dans un état de rage absolue contre Israël, mais ils en veulent également beaucoup au Hamas. Et bien avant, y compris le 6 octobre 2023 au soir, le Hamas, c'est pas des gens, c'est pas leur cœur de métier d'administrer correctement un territoire. C'est pas ça qu'ils savent faire. Ce qu'ils savent faire, c'est du terrorisme et du militantisme. C'est là qu'ils sont bons, en fait. Et l'administration, c'est pas vraiment leur boulot. Et d'ailleurs, c'est ce qui me donne à penser qu'il faut les prendre au mot. Ils sont tout à fait d'accord pour lâcher l'administration de la bande de Gaza. Ils le savent, que ce sera mieux de retourner à la vraie politique. Donc le Hamas serait a priori battu dans la bande de Gaza, mais par contre pourrait remporter une très nette victoire en Cisjordanie, parce que son prestige a été décuplé par le 7 octobre, par cette fameuse figure de la résistance, et puis parce que l'autorité palestinienne est complètement décrédibilisée, en particulier en Cisjordanie. Donc on risque de se retrouver dans une situation en ciseaux qui
fait aussi que ce fameux Marwan Barghouti, qui est du Fatah mais qui est proche du Hamas, qui avait réussi à faire rédiger en juin 2006 un document qu'on appelle l'appel des prisonniers et qu'il avait fait signer par des gens du Fatah, par des gens du Hamas, par des gens du FPLP, du FDLP, du djihad islamique, donc on va dire de toutes les factions palestiniennes, un document qui reconnaissait de facto l'État d'Israël dans les frontières de 67. Donc de ce côté-là, on pense évidemment à Marwan Barghouti. Du côté israélien, encore une fois, là c'est l'historien qui résiste. Si la population israélienne prend conscience du risque systémique qu'il y a, j'ai parlé de risque existentiel plusieurs fois, y compris pour Israël, y compris depuis le 7 octobre 2023, elle peut se réveiller, comme on se réveille d'un long cauchemar, en se disant mais on va de toutes les façons possibles vers l'abîme. Et à ce moment-là, le leader devient audible et on le voit émerger et on le verra émerger, nous, journalistes, observateurs et israéliens. Donc il y a quand même un écosystème politique en Israël qui fait que des figures, elles sont là. En Palestine, c'est pour ça que je reviens à Marwan Barghouti et à la figure de Mandela, c'est qu'il doit y avoir une espèce de moment de cristallisation et pour le coup de bascule historique avec cette figure qui a passé 23 ans en prison, qui sort et qui, si l'histoire est belle, si tout se passe bien, organise une transition politique et remet le pouvoir à des représentants élus. Voilà le schéma possible et qui, évidemment, n'est pas celui qui a le plus de chances de se produire. Mais on n'est pas là, en fait, pour calculer ce genre de choses. Bien sûr. Je voulais vous poser une question plus personnelle sur Jérusalem. Lorsque vous allez à Jérusalem, cette ville que vous connaissez très bien depuis très longtemps, qu'est-ce qui vous touche d'abord dans cette ville ? Si vous aviez quelqu'un parmi nous qui voudrait vous accompagner, vous voudriez l'emmener où ? Ce qui me touche le plus, c'est la lumière. C'est une chose que beaucoup de gens disent, mais on est près du ciel, on est quand même à 800 mètres d'altitude et on est juste à côté du désert, donc il y a une lumière qui est tout à fait particulière, pas du tout la lumière de nos latitudes. Il y a des sons qui sont inattendus et qui sont désaccordés les uns avec les autres. Vous voulez dire des voix, des bruits de voitures ? Des voix, des langues, des bruits de voitures, des bruits d'ambulance. C'est étonnant d'être dans un environnement sonore qui n'est pas homogène. C'est très troublant. Moi, c'est sans doute ça, en fait, qui me touche le plus. J'ai mon livre précédent, chez Flammarion, Jérusalem, histoire d'une ville-monde, c'est d'être dans un endroit qui, encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire, assemble, j'ai pas dit rassemble, j'ai dit assemble des gens très, très, très différents. Voilà. Et ça date pas d'hier ni d'avant-hier, c'est à peu près l'histoire de cette ville depuis toujours. C'est une ville qui aimante comme ça, à elle, des populations, des cultures, des langues extrêmement diverses. Et ça, c'est complètement déroutant, mais ça oblige, pour revenir au tout début, ça oblige à utiliser des outils très simples, très robustes, très basiques d'une certaine manière, pour appréhender ce réel-là. Mais c'est par ailleurs très éprouvant, une image que je prends. Parfois, pour Jérusalem, c'est l'image des doigts dans la prise. Quand je quitte Jérusalem après quelques semaines, j'ai l'impression d'avoir été à... Voilà, c'est un peu trop. Et puis c'est aussi une ville, on dit toujours que New York ne s'arrête jamais, mais Jérusalem, le vendredi, les chrétiens travaillent, le samedi, les musulmans reprennent, le dimanche, c'est le premier jour de travail pour les Israéliens. En fait, c'est une ville qui, d'une certaine manière, ne s'arrête jamais, quoi. Donc ça aussi, c'est un peu fatigant. Bon, je suis désolé, je vais vous arrêter, moi. Vincent, c'était passionnant. Merci de nous avoir fait toucher du doigt cette réalité complexe. Beaucoup. C'était passionnant. Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui, depuis 10 ans, traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse, unique en son genre, est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs, dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir, à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.